dont la religieuse Alice d'Aumont. Par miracle, Rosario échappe à la rafle. Il y a un homme qui a attiré mon attention à l'entrée de l'église. C'était un boiteux qui n'arrêtait pas de faire les 100 pas. J'ai raconté ce détail au consul français qui m'avait convoqué pour que je lui raconte l'enlèvement de la religieuse. Et là, j'ai été très surprise. Il s'est levé et il m'a demandé « Est-ce qu'il marchait comme ça ?» Le consul apparemment savait qui c'était. Plus tard, en 1978, j'ai été invitée en France par la congrégation des religieuses. Je leur ai raconté l'histoire et elles m'ont dit gênée « Oui, nous savons, c'est un Français d'Algérie ». 2 journaux français de l'époque évoquent la présence d'un ancien membre de l'OAS dans l'escadron qui fit disparaître Alice d'Aumont, puis 2 jours plus tard, Léonie Duquet. Une information que confirme aussi le journaliste Jean-Pierre Bousquet, qui travaillait alors au bureau de l'AFP à Buenos Aires. Il a écrit un livre sur celles qu'on appelait les folles de la place de Mai. Dans l'équipe qui a procédé à l'enlèvement des gens de la Santa Cruz, il y avait un Français, je l'ai eu de plusieurs sources, boiteux, surcroît. Ce qui n'est pas étonnant parce qu'il y en avait quand même pas mal qui collaboraient avec les forces de répression. Notamment pas mal d'anciens de l'OAS. Il y en a beaucoup qui avaient été amenés en Argentine avant le coup d'État par López Rega. Donc sa garde rapprochée était faite essentiellement d'anciens de l'OAS d'Oran, des commandos Delta de l'OAS. Avant le coup d'État, López Rega était ministre. Il prépara le terrain aux généraux en fondant la AAA, l'Alliance argentine anticommuniste, une organisation d'extrême droite qui décima la gauche argentine. Les anciens de l'OAS jouèrent un rôle capital dans la formation de ces escadrons de la mort. Le vice-consul qui suivait de près justement un peu ces groupes, ces anciens d'Algérie, d'OAS, parce que lui-même avait eu pas mal de connaissances dans ces milieux-là, m'avait bien dit que effectivement le boiteux qui était à l'église devait vraisemblablement être un des anciens de l'OAS. Il le connaissait personnellement. Bertrand de Parseval, ce serait le nom du boiteux français. À la fin de la guerre d'Algérie, il s'est réfugié en Argentine comme un certain nombre de chefs de l'OAS qui échappèrent à la justice française grâce à la complicité de réseaux internationaux. Ma compagnie était basée dans les sous-sols de la mairie d'Alger, ici. Parmi eux, Nicole Bézineau, condamné à la peine capitale pour sa participation au commando Delta, les escadrons de la mort de l'OAS. Comme son père, le général Gardy, patron de la Légion étrangère, ou son mari Michel Bézineau, qui prit part au putsch d'Alger. La bataille d'Alger, vous étiez ? Ah oui, on a bien rigolé. Curieuse coïncidence. Au moment où les militaires français forment les Argentins à la lutte antisubversive, les chefs de l'OAS sont accueillis à bras ouverts par le gouvernement de Buenos Aires. C'est un pays assez extraordinaire. Nicole était sous un faux nom pendant 8 ou 10 ans. Ils nous ont donné des cartes d'identité sous nos faux noms. Sans problème. Des permis de conduire, des comptes en banque, des propriétés, sous des noms dont ils savaient, eux savaient qu'ils étaient faux. On le connaît un peu, Bertrand de Perceval. Quant au boiteux français, il aurait quitté l'Argentine il y a 3 ans pour s'installer à Bangkok. C'est lors d'un passage dans le sud de la France que la rencontre a enfin lieu. Face d'ange, c'était son surnom dans les commandos Delta de l'OAS. C'est, dit-il, lors d'un combat de rue à Alger qu'il a perdu sa jambe. Combien de personnes a-t-il tué? Il ne sait plus. Condamné à mort en Algérie, il est emprisonné à Fresnes. Et là, surprise. J'étais à Fresnes et à la sortie, ils m'ont appelé au ministère de l'Intérieur. Ils m'ont offert de voyager en Argentine gratuitement avec des tracteurs, etc., des sous. C'était bien. Ils m'ont demandé si je voulais bien partir. J'ai dit bien sûr. En fait, ils voulaient se débarrasser de vous. J'avais un tout petit peu peur. J'étais pas fou, mais je leur ai fait croire. Apparemment, Parseval n'a pas lu les livres où l'on parle d'un boiteux français lié à la disparition des 2 religieuses. Ils doivent en inventer des conneries. Il confirme pourtant avoir été convoqué par le vice-consul Jacques Marquez au moment de cette affaire. J'ai dû être dénoncé à l'époque de cette action par une ancienne fiancée à moi. Je crois. J'ai pensé ça.
Elle vous aurait dénoncé à l'ambassade? À l'ambassade, pour vous embêter? Par méchanceté, par bêtise. Cerruti, qui est Cerruti? C'est l'une des témoins. C'est donc cette femme qui, de bonne foi, n'a pas parlé de moi, mais d'un cojo. D'un cojo. Et là, le comte de Marquez a pensé que c'était moi. Voilà. Et pourquoi il a pensé à vous, d'après vous? Ancien de l'Ouest et boiteux. Et donc après, ils vous ont convoqué? Il m'a convoqué, il m'a parlé gentiment au début. Et puis après, il m'a menacé de me faire parler, de m'emmener dans un coin où je ne pourrais plus protéger mes petits copains parce que je serais obligé de parler. Je lui ai dit, ça ne va pas la tête. Je suis parti, ils m'ont photographié en bas et puis 2 jours après, ils m'ont téléphoné en me disant que c'était fini. Parseval affirme qu'il n'a rien à voir avec l'affaire des religieuses françaises. Ce qui est sûr, c'est qu'en Argentine, les anciens de l'OAS avaient suivi l'histoire de très près. Et notamment Hervé Faure, qui vit à Buenos Aires depuis 40 ans et qui soutient Mordicus, son copain Bertrand. Il y avait peut-être un mec qui boitait et qui était français, mais c'était pas Bertrand. Il a été inquiété avec ça, un peu. Le connard de Marquez, il est... Je dis, on a été obligé de mettre le voilà pour qu'il ferme un peu sa gueule. Bertrand, il sait même pas, je crois. Il n'est pas au courant? Il doit être au courant, mais il sait même pas ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. Est-ce à cause des menaces que l'affaire n'a jamais été vraiment élucidée? Il est possible aussi que l'enquête du vice-consul n'ait pas été encouragée par sa hiérarchie. Car si officiellement le gouvernement français dénonce les abus de la dictature, sur place à Buenos Aires, l'ambassade adopte une position pour le moins ambiguë. Lorsqu'il y a eu l'enlèvement des 2 religieuses françaises, la consigne de l'ambassade, c'était bon, on fait pas de bruit, on va essayer de régler ça en douceur. Moyennant quoi, ça s'est pas réglé. Et l'assesseur militaire auprès de l'ambassade de France? L'assesseur militaire auprès de l'ambassade de France, le colonel Le Gay, lui, quand il est parti, parce que sa mission était terminée, il a été reçu à l'état-major et il a fait une déclaration en disant qu'il se sentait totalement solidaire des militaires argentins et que dans les mêmes circonstances, il aurait fait la même chose. Ma dépêche a été très très mal prise à l'ambassade. L'ambassadeur était très mécontent. Bon, à l'époque, c'était Destremo qui ne rêvait que de faire venir Giscard en Argentine, de le faire inviter par les militaires argentins. Donc, tout ce qui pouvait nuire aux bonnes relations était malvenu. Jusqu'où est allé le double langage de la France? Le général Arguindegui, ministre de l'Intérieur de la dictature, accepte de répondre à cette question théoriquement hors caméra. Sa réponse est stupéfiante. Entre nous, j'ai l'impression que le gouvernement français de l'époque vous a largement soutenu pendant ce qu'on appelait le processus. Je dirais que les gouvernants les plus haut placés, la plus haute hiérarchie de la France nous soutenaient. Mais pas à l'échelon inférieur, où la question des droits de l'homme a vraiment été un problème. Vous savez, l'opinion publique, le monde, sont pleins de gens qui penchent vers des idées progressistes de centre-gauche ou socialistes. Mais racontez-moi, tout à l'heure, vous m'avez parlé de Michel Poniatowski, qui était ministre de l'Intérieur comme vous. Qu'est-ce qui s'est passé exactement avec Poniatowski? Eh bien, Poniatowski est arrivé ici avec des lettres d'accréditation de l'armée française, en nous proposant de collaborer et d'échanger des renseignements. Ce que nous avons fait. Des renseignements sur les subversifs, c'est ça? Oui, pour lutter contre la subversion. La collaboration de la France avec la dictature argentine n'était donc pas que militaire, elle était aussi politique. Qu'en est-il du Chili? En fait, c'est le général Contreras qui aborde lui-même le sujet. Et ce qu'il dit est trop précis pour être une fanfaronnade. Dans le cas de la France, les services secrets ont collaboré avec nous à plusieurs occasions. Ils ont collaboré parce qu'il y avait beaucoup de réfugiés à Paris, c'est ça? Oui, d'ailleurs, les services de renseignement nous informaient sur les activités de ces gens-là. C'est eux qui nous ont prévenus quand ils ont initié l'opération Retour. C'était quoi ça? L'opération Retour, c'est quand les terroristes ont décidé de rentrer au Chili. C'est comme ça qu'on l'appelait? Oui, ils ont appelé ça Opération Retour et nous aussi. Ils ont commencé à rentrer au Chili. C'est en quelle année ça?